Salut Lina, Salut Prosper. bienvenue enfin sur le pré-podcast. La dernière fois que le podcast, c'est le pré-podcast. Le pré-podcast. Mais D'accord. on va quand même le poster parce que j'aime poster sur deux choses. Ok, d'accord. Tu as lu le truc qu'il a fait sur genre l'importance de faire et de poster de la merde. Et newsletter? Mhm. Non, j'ai pas lu. Et tu lis pas ma newsletter. Parce que je t'ai dit que j'ai un problème pour m'abonner. Ah Et bon? tu devais m'aider à résoudre ça, mais tu es parti un temps. Ah oui, ok, je résous ça dès la fin de l'enregistrement. Ok. So, Lina, who are you? Qui es-tu? Ah, très belle question. Qui suis-je? Qui je suis? Suis-je qui? Who be you? Ok. Je suis Lina Badji. Je suis béninoise. Mhm. Je suis écrivaine. Je suis blogueuse. Je suis rédactrice web aussi. J'aime manger, comme tout bon béninois. Quoi encore? Tu penses que tu as mangé un peu plus que les béninois ou le béninois moyen? J'aime le plaisir simple, tu vois, un bon repas. Ça me maintient. I enjoy myself when I am eating. Tu penses que, tu vois la blague de genre une billet c'est 3,50 ou je sais plus combien c'est, Ouais. et une brique c'est genre 150 ou 350. Ouais. Il y a certains qui ont bu R+3. Est-ce que tu penses que tu as mangé riz avec Hanzo ou bien Atashi pour R+3 dans ta vie? Non. Attends, j'ai pas compris. Genre, est-ce que tu me demandes de choisir entre la nourriture et la brique? Ou tu me demandes Ouais, de par exemple. vérifier? Non, donc tu veux pas. C'est important la brique aussi. Parce que c'est important d'avoir une maison pour la famille. Mhm. Je tiens à ce que mes enfants grandissent dans un environnement, tu vois, et aient des souvenirs et tout. Bien sûr, j'ai bien envie de voyager avec eux, hein, Mhm. tu vois, mais c'est quand même bien d'avoir un chez soi où on rentre au KLM. Et tout. Même si, bon, c'est pas forcément dans ma priorité tout de suite. Tu veux faire manger. Après, avoir une maison, c'est un principe, c'est pas un actif. Ça dépend. Ça dépend, mais pour le moment, je veux pas. Je ne pense pas encore investir beaucoup. Mhm. Par exemple, il y a des personnes qui louent, mais qui ont des maisons Oui. qui louent, elles. Bien sûr, Parce que c'est de la location. ouais, Mais techniquement, la maison où tu vis, ça te crée des dépenses. Et ça ne ouais, te rapporte pas de tu dois l'argent. l'entretenir. C'est de ça que ça part. C'est ça qu'il s'agit, pardon. Mhm. Voilà. Donc, du coup, que fait une blogueuse béninoise? Ah, que fait une blogueuse béninoise? Que fait Lina en tant que Ok, blogueuse béninoise? Parce que j'imagine que toutes les blogueuses béninoises ont leur personnalité. bien Mais sûr. tu as envie de dessiner un schéma de ce que c'est qu'une blogueuse béninoise ou tu préfères Non, de c'est parler pas de toi? forcément. Je préfère dessiner mon propre schéma. Euh, j'ai commencé à bloguer disons 2019, novembre 2019. Et au départ, j'écrivais essentiellement des articles sur la productivité et aussi du développement personnel. Mhm. La productivité parce que je procrastinais beaucoup et je suis très vite distraite. Donc, j'écrivais en fait les articles pour des personnes qui avaient ces problèmes-là comme moi, comment je fais pour m'organiser, comment je fais pour rester concentrée. C'est comme ça que j'ai commencé. Et aussi du développement personnel parce que je lisais beaucoup de livres de développement personnel. Plus maintenant. Pardon? Plus maintenant. J'en lis toujours, mais plus comme avant. Tu sais que, je sais pas, je suppose que tu as touché aussi au livre de développement personnel. Quand tu rencontres ça pour la première fois, c'est nouveau, en fait, c'est incroyable. Tu en consommes, tu en consommes, tu en consommes. Et puis après, j'ai préféré ralentir et tout. Parce que j'ai compris aussi d'un côté qu'en vrai, ils se racontent tout le temps la même chose, en fait. Genre, tu verras, en fait, un même procédé ou une même technique, et avec différents noms, c'est différents auteurs. Voilà. C'est un peu Il y a compliqué. par exemple le livre qu'on appelle Effet cumulé. Pardon? Oui, Le livre qu'on effectivement. appelle Effet cumulé. Moi, j'ai découvert ce truc-là. Je ne savais même pas qu'il y avait un livre qui s'appelait Effet cumulé. En fait, j'ai découvert ce principe-là dans un TikTok. C'était un TikTok en anglais. Ça s'appelle en fait Marginal Gain. Tu Ok. vois, Marginal Gain. Et c'est dans ce TikTok-là que moi, j'ai découvert ce principe. Mhm. Et après, j'ai entendu parler de Effet cumulé. Et je suis sûre qu'il y a probablement encore un autre livre qui parle un peu de la même chose. C'est pas pour décrédibiliser, non, pas du tout. En plus, chaque auteur a sa façon d'aborder la chose et Il y a aussi la manière dont, genre, par exemple, tu peux avoir trois profs de maths
et mieux apprendre les mathématiques avec le troisième plutôt Exact. qu'avec le premier. Exactement, je voulais dire ça aussi. Donc voilà, en fait, je pense que j'aime mes top 3 livres que je relis pratiquement chaque année. Et je ne suis plus juste une consommatrice. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai un peu envie de revenir à mes lectures de départ, en mode roman et tout, parce que j'ai quand même délaissé ça pendant vraiment longtemps. Et je veux un peu revenir à ça, genre de la lecture. Tu as ça au profit du développement personnel. Non, pas juste au profit de développement personnel. J'ai eu une phase de ma vie où je ne lisais pratiquement plus du tout, parce que je n'en avais plus le temps. Il faut savoir que j'ai toujours été une grosse lectrice depuis ma tendre enfance, mon collège. Je descendais à un livre de 100 pages par jour. Oui, par jour. J'ai eu la phase des harlequins comme toute bonne adolescente. Et un harlequin, en fait, c'est 100. Pas tous les harlequins, mais il y a une catégorie d'harlequins, c'est généralement autour de 100 pages. Tu dois finir de lire dans la journée parce qu'il y a déjà une fille qui t'attend, en fait. Tu dois prendre ça et toi, tu prends un autre, en fait. Vous passez ça en peu. Exactement, tu vois. Les harlequins, par exemple, c'est de la bonne écriture, c'est de la bonne littérature. Bien. Je sais pas, mais écoute, je lisais de tout, tu vois. Je lisais beaucoup de livres à l'eau de rose, par exemple, Barbara Kaplan. J'ai lu beaucoup de ses livres que j'aime toujours d'ailleurs. Genre les ancêtres et Kedara. Exactement. Exactement. Et j'adore ça, en fait. J'aime cette pudeur-là, en fait, dans l'amour, dans l'écriture et tout. Je trouve que c'était quand même de la bonne lecture. C'était de belles histoires, tu vois. Qui suis-je pour critiquer, en fait, un auteur? Enfin, à moins que ça ne te donne... J'estime qu'un bon livre, c'est plus ou moins un livre. Genre, quand tu prends, ça te donne envie de finir, tu vois. Et les harlequins. Les harlequins font ça. Les romans aussi faisaient ça. Donc oui, je lisais énormément. Après, je suis venue à l'université. J'ai fait la statistique. C'était un peu chaud. J'avais plus du tout le temps de lire, en fait. J'étais beaucoup trop stressée pour continuer à lire. Et il faut comprendre que j'ai repris, en fait, avec la lecture, justement, avec les livres de développement personnel, après ma licence, en fait. Après... Tu as fini les 3 ans de statistique. Oui, voilà. Disons, pendant mon stage académique, déjà, j'ai commencé. Et après, j'ai continué dans ce sens-là. Ce sont des livres qui m'ont vraiment aidé à une période de ma vie où j'en avais très besoin. Ben, justement, c'est spécial qu'une statisticienne. Ouais. Après, ça dépend, mais je trouve spécial qu'une statisticienne devienne. C'est compliqué à dire comme on vient nous rencontrer. Devienne blogueuse. Ouais, devienne écrivaine. Ouais, devienne écrivaine. Ouais. Déjà. J'aime bien écrivaine parce que je me dis que ça. Genre, blogueuse, par exemple, c'est sûrement sur Internet, alors que toi, tu fais plus que ça. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai. Tout simplement parce que c'est après la statistique que j'ai vraiment trouvé ce que j'aimais faire. Ok. Ah bah, tu pensais aimer la statistique Non, pas du tout. Écoute, c'était un choix par défaut. Quand j'étais au collège, je voulais être médecin. Enfin, pas juste au collège. Quand j'étais enfant, je croyais que tous les enfants rêvent de devenir médecin. J'en faisais... Ok, en tout cas... Pourquoi on devrait se faire du mal, donner du mal aux autres? Exactement. Donc, moi, j'avais ce rêve-là, en fait. Et j'en parlais tout le temps. Donc, mes parents l'ont pris au sérieux. Par exemple, quand j'étais enfant, je m'amusais à regarder, en fait, des accidents de circulation à la télé. Parce qu'il fallait que je m'amuse à la vue du sang. Je me conditionnais moi-même, en fait. Donc, mes parents m'ont pris, en fait, au sérieux. En plus, tu vois, c'est un métier plus ou moins prestigieux. En tout cas, c'est un métier respecté. Exactement. Mais il se fait qu'après mon bac, en fait, je n'ai pas pu faire médecine. Je n'ai pas été acceptée en faculté de médecine. J'ai envie de dire Dieu merci. Tu as vu, par exemple, le risque de fraude sur médecine? Le risque de fraude. Non. Il y a Roland Badji, je ne sais plus trop comment il s'appelle. C'est lui qui a fait... je pense à la fois designer et développeur. Il a fait Pharmap. Tu vois un Pharmap? Oui, l'application. Oui. Il a fait Pharmap. Il a fait Classe 19 quand il y avait le Covid. Il a fait une appli comme ça pour aider. Et aujourd'hui, il a revendé son contenu. Et il a accès ça sur les nouveaux bacheliers et les personnes qui veulent se réorienter. Et il fait des vidéos soit pour montrer... Il fait des vidéos soit pour montrer ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal dans un métier pour que les enfants comprennent directement. Je suis contente déjà qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. J'aurais bien aimé, en fait, c'est l'une des choses qui nous pousse parfois à faire certains choix de filière,
c'est l'ignorance en vrai. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu faire la médecine. Je ne savais pas qu'il y avait un autre métier qui existait, sans te mentir. Pourquoi est-ce que j'ai Carrément. Carrément. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la statistique? Parce qu'un jour, au collège, je discutais avec une amie. Elle voulait faire la statistique, moi, je voulais faire la médecine. Tu vois? Donc, quand je n'ai pas pu faire médecine, je me suis rappelé qu'à un temps, il y avait une amie qui m'avait parlé de statistiques. Ouais. En plus, l'INEAM m'avait accepté. Tu vois? Boursière. Non, genre inscrite. Quand je me suis inscrite, ils m'ont accepté. Tu sais que quand on veut passer le bac, on choisit 3 choses. Oui. J'avais pris médecine, pharmacie et statistique en bas, justement parce que mon ami m'avait parlé de statistique. Donc, j'ai été acceptée en fait. Ok. Et à part ça, j'avais pas une idée d'autres métiers en fait. C'est bien après, quand j'ai commencé. En plus, il faut savoir que j'avais pas forcément accès à des ordinateurs. Je vais pas dire que j'avais pas accès à Internet, mais j'avais pas un ordinateur, j'avais pas un téléphone, tu vois. C'est bien après que j'ai connu tout ça et que j'ai commencé, bien après mon bac, que j'ai connu tout ça et que j'ai commencé à faire des recherches et à découvrir en fait autre chose qui existait. Donc voilà, en fait, parfois ce qui nous pousse à faire ces choix à la fin, c'est l'ignorance en vrai, tu vois. Donc, mais du coup, Fofo, genre, ce qu'il a pas, pour revenir à la médecine, ouais, il a eu le courage ouais. genre, d'expliquer aux enfants que médecin, c'est prestigieux sur le papier, mais dans la vraie vie. J'ai écrit une publication LinkedIn, je crois que j'ai appelé ça 10 choses que j'aurais aimé savoir avant mon bac. Et dedans, j'ai dit noir sur blanc que la médecine, c'est une mauvaise idée. J'ai dit ça, j'ai pas dit ça parce que je veux tirer sur ceux qui veulent faire médecine, non, pas La du tout. médecine au Bénin. Mais en fait, j'estime que c'est suicidaire en fait d'envoyer un enfant faire la médecine. Si les gens en tant que parents, vous savez que vous n'avez pas la capacité de le supporter financièrement. Parce que c'est au moins 8 ans. 8 ans en fait pour d'avoir de revenus en quelque sorte. De cette spécialité. Non, la spécialité après. 8 ans, c'est juste la généralité. Voilà, exactement. Et Donc, à la fin, tu n'es pas spécialement bien payé. pas du tout en fait. Pas du tout. Donc, c'est pas. Mais je sais pas. Ça sert à rien de faire souffrir les enfants émotionnellement en fait. Et puis moi, j'estime que il faut faire les choses par passion, c'est-à-dire il faut aimer en fait ce qu'on fait. Alors, je ne serais pas à l'aise d'aller chez un médecin qui déteste son métier. Tu vois, il est censé soigner des gens, il est censé sauver des vies, mais s'il a été autant, plus que les autres. tu vois, mais s'il a été autant traumatisé durant son parcours et qu'il finit en fait, excuse-moi le mot, aigri et qui se transforme peut-être en commerçant, j'en sais rien, tu vois. J'aurais pas forcément envie d'aller vers ce médecin-là. Alors que tu veux pas fuir. Pardon? Alors que tu peux pas fuir. Je peux pas fuir. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la statistique, en fait, tout simplement, par défaut. Et puis, c'était compliqué parce qu'il faut savoir que je n'étais pas bonne en maths. Il faut être bon en maths ou faire la statistique. Plus ou moins, oui. Est-ce que la statistique enrichit? La statistique enrichit, oui. Ouais. Okay. Actuellement, je pense que si tu es statisticien, tu ne vas pas chômer avec tout ce qui est data et data science. La collecte de données. En plus, les données prennent de plus en plus d'importance de nos jours. Je pense que si tu es statisticien, tu ne vas pas du tout chômer. C'est une bonne filière. C'est un très bon domaine si tu aimes ça. Tu vois? Mais si ce n'était pas mon cas, ce n'était pas du tout mon cas. Quand je préparais mon mémoire, déjà, il faut savoir que j'aime beaucoup aimer mon sujet de mémoire. C'est un truc qu'on a choisi. J'ai travaillé sur la consommation locale. J'ai travaillé avec mon binôme, on a travaillé sur les déterminants de la consommation de riz importé et de spaghettis locaux à Kotori. C'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens aimaient consommer du riz importé, pourquoi est-ce qu'ils aimaient consommer du spaghetti, des spaghettis locaux, les spaghettis locaux. Ma tante, on a un seul spaghetti local au Bénin. Oui, ma tante, c'est béninois. Non, pas du tout. Il s'exporte en Côte d'Ivoire, mais ma tante... C'est du blé, non? Oui, c'est du blé. Le blé est importé, mais l'usine est ici, c'est fabriqué ici. Ok. Et c'est du très bon spaghetti. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ça parce que la consommation locale, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé mon sujet de mémoire, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais en fait, c'est en faisant justement ce travail-là que je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément ce dans quoi je vais m'épanouir, tu vois. Pour te donner une idée, déjà, c'est beaucoup grâce à mon binôme, tu vois, que tu es allé jusqu'au bout du travail. Je suis allée en fait jusqu'au bout du travail. Et je peux te dire, par exemple, que ce que je préférais, ce n'était pas tellement les logiciels, mais en fait, plutôt quand les résultats sortaient, que je devais juste analyser et rédiger, tu vois, la partie rédaction, en quelque sorte. Les données en vrai. Voilà, exactement. Donc, voilà, en fait, je me suis rendu compte que, bon, c'est pas trop ce dans quoi je voulais m'épanouir, en fait. Et
après ma licence, j'ai dit à mes parents que je ne peux pas directement continuer en master. Parce Ok. que si je dois Ça allait être continuer en une master, conflit malheureuse. ça, oui, voilà, exactement. Soit je continue en mathématiques appliquées, soit en économie, ce genre de choses. C'était pas du tout ce que je voulais. Hmm. Donc, je leur ai dit de me laisser le temps de réfléchir. En même temps, j'ai eu l'opportunité de faire euh, un stage professionnel à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ok. J'ai eu l'opportunité de travailler dans la bibliothèque, en fait, tu vois. Donc, j'avais accès à Tu étais énormément bibliothécaire. de... Non. Est-ce que je vais dire que j'étais bibliothécaire? Plus ou moins, mais on ne faisait pas que ça. Tu vois, certes, on s'occupait de ceux qui venaient prêter des livres, mais on s'occupait aussi, par exemple, des sessions de TED Talk, des vidéos TED Talk qui passent en anglais et après, il faut faire une discussion autour de Ah, soi. d'accord, ok, Et il faut ok. quelqu'un, en fait, pour faire le monitoring. Ok, donc du coup, c'est comme si, après avoir vu la vidéo de TED Talk, quelqu'un d'autre donnait son TED Talk en private, c'est ça? Pas juste quelqu'un d'autre, c'est une discussion pour pouvoir aider les gens à s'exprimer et Ok. tout le monde parlait. Ok. Maintenant, on ne fait pas, en fait, techniquement, ce n'est pas seulement un stage à la bibliothèque, c'est un stage au département des affaires publiques, en fait, de l'ambassade. Donc, ce n'est pas seulement que tu t'occupes de la bibliothèque. Tout ce qui travaille au niveau du département public, tu peux t'impliquer, en fait. Enfin, tu peux, comment dire, comme tu es stagiaire, ils peuvent te demander de faire des choses, tu vois, de participer à certaines activités et tout. Donc, c'est pas juste, en fait, que tu es bibliothécaire. Du coup, j'imagine que ça t'a permis de... Tu savais parler anglais ou bien c'est ça qui t'a permis de parler anglais? Déjà, j'aimais l'anglais. Je suppose que ça m'a aidé à améliorer mon niveau en anglais, mais j'aimais Est-ce beaucoup l'anglais et je consommais un peu en anglais déjà. est-ce que c'était un critère pour être accepté en stage? Oui, parce on fait des interviews en anglais et il faut Ok. pouvoir s'exprimer. Ok. Donc, toi qui aimais et l'anglais et les livres, tu étais un peu au paradis. Ouais, exactement. C'était franchement très cool. Tu as accès à énormément de ressources, en fait. C'est dingue. Donc, voilà. Et après ça, j'ai fait de la rédaction. Directement après la bibliothèque. Ouais. Tu m'expliquais que la bibliothèque t'avait éveillé à quelque chose. Ouais. À quoi? Euh, je pense que c'est dans cette période-là que j'ai lancé mon blog. Ok. Je pense, enfin, j'ai eu l'idée quand je commençais à, comment dire, j'ai eu l'idée quand je commençais déjà à lire. Mais en fait, il faut comprendre que c'est en allant à la bibliothèque que j'ai découvert un livre, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ok. Et c'est ce livre-là, en fait, qui m'a... Qui te donnait envie de Voilà, créer du exactement. contenu. Ça a fait un truc dans ma tête et je me suis dit, bon, OK, on va créer un blog, on va commencer par écrire, on va voir ce que ça va donner. Du coup, tu l'as lu en anglais. Tu as lu ce fois, oui. Ça, J'ai lu ce fort, oui. tu l'as relu. J'ai lu ça d'abord en français. Il faut savoir qu'il y a des livres en français à la bibliothèque. Ok. Après, j'ai lu ça en anglais aussi, parce qu'après, j'ai eu la version numérique en anglais. Donc, voilà. Ok. Mais du coup, est-ce que c'est vrai que tu vois, souvent on dit que le contenu genre le contenu original Ouais, est meilleur que que le contenu traduit. C'est vrai. Je pense que c'est un peu vrai. En fait, il y a de... Est-ce que c'est vrai pour celui qui parle pas anglais, par exemple? Tu non, vois ce que je veux dire? non, non. Genre, ne t'en fais pas si tu lis un livre en français. Les traducteurs ont fait du bon boulot pour que tu comprennes ce dont il s'agit. Mais en fait, ce qui se passe quand tu lis dans les deux langues, c'est que tu te rends compte que ce qu'en anglais on dit très simplement peut avoir l'air plus long et peut-être légèrement plus compliqué en français. En fait, l'anglophone trouve des mots simples et pratiques pour exprimer en fait une idée complexe, alors qu'en français, il faut faire une longue phrase. Mais bon, c'est juste les langues qui sont comme ça, tu vois. Si tu devais traduire, par exemple, même l'anglais en japonais, ce serait probablement plus court aussi. Donc, du coup, à la bibliothèque, tu as fait la rencontre de Tim Ferriss. C'est drôle si frère Tim Ferriss. Exactement. Et- C'est un entrepreneur que j'aime beaucoup. Ah bon? Je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'aime beaucoup. En fait, j'aime ses idées. En fait, Tim Ferriss m'a vraiment inculqué cette chose-là de petit, il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Tu vois, Ok. il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Il faut toujours chercher euh, ce n'est pas le raccourci, mais genre, il faut toujours chercher la façon de hacker le système. Mhm. Tu vois, genre, si tu estimes que, en fait,
Par Ça exemple, te fait le support. il m'a initié à la notion d'efficience. Tu vois, être productif et être efficient, c'est C'est pas pas la la même même chose. chose. C'est quoi la Tu vois, différence? si par exemple, euh, disons par exemple que tu me dis par exemple que tu as pris 8 heures de temps pour faire une tâche, la question serait de savoir si ce ne sera pas possible de faire la tâche en moins de temps. Genre, il faut pas aimer le labeur, il faut aimer le résultat. Il faut Exactement. pas aimer la douleur. Voilà, il faut pas, en fait, c'est pas que tu as pas 8 heures de temps pour faire le travail. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux, en fait, c'est le résultat. Si tu es capable de faire ça en 1 heure de temps, alors fais-le. Regarde, par exemple, il donne par exemple l'exemple des appels de vente, tu vois, Mhm. ou plutôt des. Cold calling, c'est ça, non? Oui, et pas seulement ça, genre, tu Des vois, cold par exemple, marketing. ils essaient en fait de joindre des PDG et autres. Si tu appelles par exemple un PDG à 8 heures, ou bien, je crois que c'est à 9 heures là-bas que le boulot commence. Si tu appelles par exemple un PDG à 9 heures, c'est probablement sa secrétaire qui va décrocher et qui va t'empêcher de l'atteindre, tu Ok. vois, en mode non, il n'est pas disponible et tout. Mais si tu appelles, je sais pas, si tu appelles peut-être avant cette heure-là, Avant 9h. avant 9 heures, tu peux tomber sur lui-même en fait. Tu pourrais. Ok. Tu pourrais tomber sur lui-même et ça te donnerait en fait plus de résultats. Donc, genre, ça revient un peu à la statistique, mais à l'analyse de données. Genre, au lieu de jeter son effort partout, il faut observer le comportement des gens. Exactement. Stylé. Exactement. C'est pas parce que on t'a dit que c'est forcément 8 heures de temps que ça prend que c'est vrai. En fait. Essaye d'analyser le processus. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut optimiser pour que ça prenne moins de temps? Ok. Je veux chercher querelle. Je sais que je veux chercher querelle. C'est ce que je vais dire, mais tu vois, justement, quand tu parles d'efficience, Ouais. est-ce que tu, est-ce que, est-ce que tu serais d'accord, par exemple, de demander à une IA d'écrire un livre ou un article à ta place? Non. Mais c'est efficient. Mais tu penses pas que c'est ça l'efficience? Je pense en fait qu'il faut savoir là où ça t'arrange. Mhm. Peut-être, en fait, j'ai un principe en fait. Mhm. Nous, les êtres humains, nous sommes dans cette société où tout le temps on veut gagner du temps. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est tu veux gagner du temps pour faire quoi? Si mon travail, c'est pas d'écrire Mhm. et que écrire, c'est juste, je sais pas, une passerelle ou une sous-tâche de ce que j'ai réellement à faire, ça ne me dérangera pas de confier ça à une AI. Et que de toutes les façons, c'est pas là où je dois intervenir pour le moment, tu vois. Si par exemple, tu me dis de demander à une AI de faire le ménage à ma place, take my money, tu vois, take my money, I don't care. Parce que le ménage, moi, c'est quelque chose, parfois j'ai l'impression que ça me fait perdre du temps. Si je prends ce temps-là, je pourrais déjà être en train d'écrire, tu vois. Donc, si c'est que je dois prendre un robot pour nettoyer le sol à ma place, I don't care, I will do it. Mais moi, j'aime écrire. Tu vois, j'aime vraiment ça, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Du coup, je ne vois pas à quoi ça me servirait de dire à une AI de le faire à ma place. Mais justement, quand tu prends l'exemple du ménage, Ouais. que ce soit la passion de qui Moi, que ce par soit, exemple, c'est la cuisine. ok. Mais je doute que ce soit la passion de qui que ce soit, de récurer des toilettes par exemple, Bien tu sûr. vois. Ouais. Mais Mais il faut que quelqu'un le fasse. pas forcément, il faut que quelqu'un le fasse. Il y a certaines personnes qui soit sont persuadées qu'elles ne peuvent faire que ça pour manger, ou soit qui ont besoin de faire ça en transition. Tu vois, par exemple, il y a des étudiants qui ont besoin de ça en job étudiant, d'accord. Donc, dans ce cas-là, c'est c'est pas mon travail, tu vois. Et une IA peut remplacer ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, comme je le dis, il y a des choses qu'on n'aime pas faire et qu'on doit faire quand même parce que the job has to be done, tu vois. Là, maintenant, Tu vois, le souci de l'IA, c'est vrai que l'efficience, en fait, c'est très délicat cette histoire. C'est vrai que l'efficience, c'est bien meilleur que le labeur. Mais le labeur a une valeur presque de besoin, tu vois. Genre, je sais pas que je suis personnellement forçat, bien masochiste et que j'aime travailler outre mesure, mais c'est quoi vraiment une société où tu n'as presque plus rien à faire? Ça pose deux problèmes. Soit on arrive à être suffisamment, Oisif. même pas oisif, genre, soit on arrive à être suffisamment égalitaire pour que tous les humains sur la planète puissent avoir accès aux IA qui travaillent pour elles, soit c'est une question d'argent. Et seulement les personnes qui ont suffisamment d'argent pour s'acheter des IA
s'acheter des IA. Ok. Et de toute façon, et le problème est plus grave là parce que les autres personnes qui utilisaient les métiers entre guillemets ingrats Mm. pour, pour prendre l'ascenseur social Mhm. n'ont plus d'ascenseur social parce que même pour ça, il faut de l'argent, tu vois. Ou même pour ça, il faut une IA. On n'a plus besoin d'humain pour ça, tu vois. Donc, c'est délicat. Je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, j'ai créé un article sur pourquoi je pense que tout le monde ne sera pas remplacé par les IA et qu'en fait, l'arrivée des IA va faire que les gens voudront beaucoup plus du handmade, plutôt je dis du human-made product. Dans ce sens où, Que le human-made product va devenir le nouveau un peu, luxury. exactement, c'est ce que je disais en fait, parce que les gens, people will crave, human-made stuff. Ils ont Everywhere, besoin de voilà, ils auront besoin en fait de sentir la touche humaine. Mais est-ce que l'humain, c'est pas en vrai une grosse IA Non, avec de la chair? non, parce qu'il y a toujours en fait de l'imperfection dans ce que les êtres humains font. Et puis, je ne sais pas si tu as déjà lu des textes écrits par ChatGPT. Ils n'utilisent pas, Ils sont pas mal du tout. Hein. mais Pour ça faire des a tests l'air, comment dire, peut-être que, robotiques, oui. Je ne te dis pas de lire des textes que qu'un robot a écrit, qu'un être humain a reformulé, mais disons le texte brut qui est sorti de l'AI. Ça a l'air, comment dire, c'est trop structuré, de ça. ils Ça a l'air n'utilisent d'une pas, grosse tête. ils n'utilisent pas parfois assez de connecteurs logiques. Tu ne sens pas forcément, I don't know, genre, il y a un truc qui manque en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, tu vois. Mhm. Il y a un truc qui manque parfois. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que déjà, il faut comprendre une chose. Quand tu travailles dans le milieu corporate, plus tu augmentes en échelle, plus tu fais moins de travaux manuels. Tu vois, les personnes qui sont en haut de l'échelle, elles passent, je dis des conneries, hein, genre, parce que je n'ai pas les vrais stats, mais le plus gros boulot, en fait, c'est de passer ton temps à faire des réunions, réunion sur réunion, réunion sur réunion, réunion sur réunion, tu vois. Tu n'es pas vraiment là comme nous autres à faire des travaux manuels, saisir des trucs sur ton ordinateur, ce genre de Je choses. fais pas vraiment le travail. Le plus gros travail que tu fais est beaucoup plus intellectuel, en mode négocier des contrats, passer des marchés, signer des choses, faire des réunions, tu vois. Donc, l'AI ne pourra pas remplacer tout le monde parce que, je sais pas, à moins peut-être que qu'il y ait des sortes de robots connectés ou intégrés à des personnes pour que, genre par exemple, il y a un robot qui serait capable de dire tout ce que, au lieu que je sois là en personne. Mais bon, là, on a déjà les ordinateurs pour ça, les vidéoconférences, tu vois, je suis chez moi, j'ai mon ordinateur, je fais encore que les meilleurs deals se font en personne, voilà, exactement. Donc, oui, l'AI va remplacer certaines personnes, malheureusement, mais comme je l'ai écrit dans mon article, l'AI ne remplacera pas les personnes qui sauront en fait se montrer incontournables. Et pour moi, je suis une optimiste. Je ne pense pas que les robots vont totalement remplacer les êtres humains. Je pense sérieusement que on aura beaucoup plus, tu vois, on aura beaucoup plus envie de textes. Par exemple, si je prends ChatGPT, on aura de plus en plus envie de textes écrits par des êtres humains. Il faut comprendre que surtout dans le domaine de l'écriture, tu vois, le robot n'a pas connu de trauma. Tu vois, le robot n'a pas d'émotion, il n'a pas connu de trauma, il n'a pas vécu des choses qui influencent en fait son style, son écriture, sa façon de raconter une histoire. Et je crois que c'est à Hollywood, non, qui sont en train de faire une sérieuse lutte en fait pour interdire les scripts, les tests, tout ce qui est écrit à base d'AI. Et c'est réel en fait, tu vois. C'est réel. Genre, un robot n'a pas vécu des situations traumatisantes, il n'a pas d'émotion pour... En même temps, désolé, hein, je dis robot, je dis AI, je mets les deux dans la même catégorie, c'est pour ça, ouais. Personne va tout à fait. Change. Par exemple, il y a un moyen, moi je m'y connais un peu de loin, mais de loin quoi. Il y a par exemple un moyen de te dire à une IA, je veux que tu m'écrives une histoire sur des bananes basée sur le style de J.K. Rowling. J.K. Rowling, c'est la dame qui a écrit Harry Potter, ouais. tu vois. Donc, une fois que tu lui as dit ça, il ramasse tous les traumas de J.K. Rowling. Mais il ne sait pas que c'est des traumas. Il a ramassé seulement aussi d'écriture, tu vois. Mais la question qu'on a envie de te poser là tout de suite, c'est qui a envie d'une société comme ça? Bah, c'est ça le problème. Tant que ça fait de l'argent,
malheureusement, tant que ça fait de l'argent, ça risque de détruire la société. Oui, mais en fait, comment je vais dire, les êtres humains sont beaucoup trop complexes. On ne va pas tous s'uniformiser. Tu vois, TV, ouais, aujourd'hui, il y a le hashtag Noéa, non. Noéaï ou bien Moi, je écrit suis designer, je suis artiste. Donc, ChatGPT, voilà, exactement. Tu vois, le truc n'a même pas encore allé à ce niveau-là. Et il y a déjà des hashtags comme ça. ouais. Tu vois, donc Il y a forcément, des applis sur les images qui permettent de reconnaître. si c'est une, il y a généré il y a il y a même une AI qui t'aide à savoir si le C'est fait test par a une été écrit une AI ou pas. Tu vois, donc, Bon, oui, je pense que c'est une AI qui fait ça aussi. il y a Donc, pas de mémoire qui vont mourir. Il y a des gens, on va leur rendre le master. attends, t'es déjà arrivé à ce niveau Bien sûr. Mais Par exemple, rapidement là? toi, tu écris 100% human-made sans même poser une petite question à Je ne sais même pas utiliser ChatGPT. Je ne sais pas comment. Tu sais pourquoi? Parce que je suis une flemmade. Je n'ai pas envie de me mettre à et trouver le bon prompt pour qu'il me sorte des tests. En plus, c'est une histoire de crédibilité. Tu vois, ma crédibilité repose sur le fait que je sache écrire. Non, mais par exemple, je te donne un exemple. Je devais dimensionner des toilettes. D'accord. Donc, des toilettes pour un événement public. Donc, j'avais un doute sur combien de personnes il faut par événement. Donc, par exemple, s'il y a 50 personnes à un événement, Combien de toilettes il faut voilà, prévoir? il faut par exemple 4 toilettes, mais 5 toilettes, mais en fonction de. Tu vois, c'est beaucoup de données à calculer pour pouvoir savoir ça, tu vois. Et normalement, les architectes, ils utilisent un gros livre. Il y en a plusieurs, mais le plus connu pour ça, c'est un livre qui s'appelle Le Nefer. Et c'est un livre qui fait peur. C'est vraiment grand. Donc, il faut que tu ailles chercher dans la toilette. Il faut que tu ailles chercher dans l'événement public. Il faut que tu ailles chercher dans combien de personnes fait truc là, tu vois. Et ce que j'ai fait, c'était simple. J'ai demandé, j'ai conditionné ChatGPT, je lui ai dit, tu es architecte ou nanana. Et on est en train de faire un événement, tu dois dimensionner le nombre de toilettes, combien de toilettes il faut. Il m'a donné le nombre. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé vérifier si c'était vraiment ça ou pas. Et c'était vraiment ça, tu vois. Parfois, tu n'as pas la chance que ce soit vraiment ça. Parfois, tu n'as pas. Ça veut dire en fait qu'il a lu le livre à ta place. Alors, il a été entraîné sur le livre. Ok. Et tu vois, c'est ça qui est cool. Et tu peux aller plus loin. Et tu peux. Il y a des modèles de langage maintenant où tu peux les concentrer uniquement sur un domaine. Ils deviennent experts de ce domaine-là, tu vois. Et je suis d'accord que tu veux faire des boards. Et sur certains métiers, la vie des humains est en jeu. D'accord. Mais tu peux faire des boards avec des recherches classiques aussi. Ok, je comprends. Écoute, toi, tu es architecte, tu vois. Si tu estimes que tu peux prendre le risque de demander certaines choses à ChatGPT. Après, je vais vérifier. Justement, tu vérifies. Tu vois, déjà, je vais t'expliquer quelque chose. Je ne suis pas architecte, tu vois. C'est ton métier d'architecte, j'estime que ça va au-delà du fait de devoir prévoir des toilettes. Oui. Tu vois, tu vas pas, par exemple, dire à ChatGPT de dessiner, je sais pas, la maison à ta place. Franchement, il commence à faire des bails comme ça. Hein. Maintenant, est-ce que toi, en tant qu'architecte, tu veux ça? Non. Si moi, par exemple, je t'engage pour construire ma maison, je vais te demander explicitement de ne pas me donner un plan conçu par ChatGPT. Je veux que tu prennes, je sais pas, ton crayon ou ton logiciel de dessin et que tu me fasses une maison. En plus, j'aurai forcément des choses à recommander. Je veux une certaine disposition pour les pièces, etc. Tu vois? Donc, normalement, c'est ça, en fait, ton boulot de ce truc-là, d'architecte. C'est ça que tu sers. Exactement. Si je voulais un robot, pourquoi est-ce que j'engagerais un architecte? Je pourrais aller moi-même sur ChatGPT lui demander de me sortir un plan et je remets ça au maçon pour qu'il me construise la maison. Mais c'est impersonnel. Voilà. C'est probablement faux sur. Et je n'aurais aucune envie de vivre dans une maison où dans ma tête, je vais me dire que c'est un robot qui m'a fait le plan. Bon, j'imagine, genre, me connaissant, je ne serais pas forcément à l'aise avec ces idées-là. Et si je ne sais pas, c'est différent. Comme on le dit, ce qu'elle ignore ne peut pas lui faire du mal. Tu vois, si je ne sais pas, c'est différent. Moi, je me dis qu'il y a des parties de ton travail. C'est comme ce que tu disais au début. Qu'il y a des parties de ton travail. En fait, moi, je pense si par exemple, en tant qu'écrivaine ou en tant que quelqu'un qui produit des textes, le truc que je peux demander à ChatGPT de me faire, peut-être, ce sont des recherches Google. Pour me gagner du temps de devoir chercher sur les pages, scroller. Mais mon boulot, en fait, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que mon boulot, c'est d'écrire. Et que je ne peux pas confier ça à un logiciel. Tu vois, c'est une question de crédibilité, en fait. Et ce qui se passe, c'est que c'est dangereux pour quelqu'un comme moi. Écrire, c'est de la pratique. Il faut pratiquer quotidiennement, en fait, pour s'améliorer. Si tu commences à demander à une AI de te produire des tests,
Et quand toi, tu passes ton temps, en fait, à reformuler, tu ne vas pas t'améliorer en tant qu'écrivaine. Tu améliores les AI, en fait, mais toi-même, en tant qu'écrivaine, tu ne t'améliores pas, en fait. Tu deviens une sorte de machine à reformuler, un reformulateur ou un truc du genre, en fait, mais tu perds, en fait, ta crédibilité en tant qu'écrivain. Tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y aura forcément peut-être un point du boulot qu'on peut demander aux AI pour être plus productif. Oui, en vrai, c'est simple. Actuellement, à mon niveau, franchement, je n'en ai pas besoin. Oh, je n'en ai pas besoin, en fait. Est-ce que tu as cherché à entrer là, jouer un peu Je n'utilise pas ChatGPT. La seule fois où j'ai essayé d'utiliser ChatGPT, je vais te raconter une histoire drôle. La seule fois où j'ai essayé d'utiliser ChatGPT, je crois que je devais rendre un test. Et j'étais en retard parce que je devais écrire le test la veille et rendre le lendemain, tu vois. Et j'ai voulu, en fait, demander à ChatGPT de me faire les recherches parce que c'est un sujet que je ne maîtrisais pas du tout. Je devais faire les recherches depuis la base, tu vois. Et je voulais, en fait, demander à ChatGPT de me faire les recherches Google. Mais c'était dans la période où c'était nouvellement sorti et il y a eu un moment où ils buguaient. Donc, je n'ai même pas pu accéder à ça. Et après, j'ai compris qu'en fait, c'est une histoire de prompt qu'il faut lui écrire un prompt. Je me suis dit, je suis trop flemmard, tout ça. Je préfère aller faire mes recherches. Moi, je pense que qu'on ait peur de ça ou pas, ou qu'on soit contre ça ou pas, Je n'ai pas peur. il faut jouer un peu avec. Genre, il faut tu sais, s'approcher de c'est un... Comment je vais dire? Je ne vais pas dire que c'est un dilemme. Je vais dire peut-être que c'est un serpent qui se mord là. Que... Au même moment, les gens se plaignent que oui, qu'il y a les AI. Mais au même moment, en fait, ce sont ces mêmes personnes-là qui nourrissent les AI. Toi, tu as appris, par exemple, à ChatGPT comment auditionner. Tu lui vas. Hey, il a lu le livre. Il a lu le livre avant moi. Il a lu le livre avant toi. Entraîné sur le livre. Mais la prochaine fois que quelqu'un voudra cette même information-là, je suis sûre qu'il n'aura pas besoin d'écrire un aussi long prompt que toi. En vrai, c'est moi qui connais de plus en plus. Tu vois, genre, la première fois, il sait ce que je fais comme travail. Ok. Il connaît le contexte. Ouais. Donc, c'est ça qui est cool. Okay. Tu vois, c'est cool ou pas, mais après, moi, j'aime bien jouer avec. En tout cas, j'aime quand même être un peu disciplinée, tu vois. Et j'estime que je ne veux pas tomber dans la facilité, en fait, de devoir demander à ChatGPT de m'écrire un test. Donc, je ne veux même pas sur ce terrain-là, en fait. Tu as peur de tomber dans la paresse, entre guillemets. Je ne veux pas dire dans la paresse, mais dans la facilité. Tu vois, imagine par exemple que je deviens gourmande. Je sais très bien que cette semaine, je suis bookée. Je ne peux pas accepter une autre commande. Mais je me dis que bon, c'est pas grave, il y a ChatGPT, je vais lui demander de m'écrire ce test-là. Et les autres, je vais gérer en attendant, tu vois. Tu penses que c'est une mauvaise chose? Oui, je pense que ce serait une mauvaise chose. Parce que techniquement, les gens m'embauchent pour que j'ajoute ma touche, en fait. Pour que je fasse le travail. C'est parce qu'ils lisent mes textes, ils lisent mes contenus et ils disent que elle écrit bien, j'ai envie qu'elle écrive pour moi. C'est ça, en fait. C'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je me demande si il faut vraiment. Comment dire, il faut faire. Moi, je suis quelqu'un, je tiens beaucoup en fait à ma réputation. C'est grâce à ma réputation que je gagne de l'argent, en fait, tu vois. Donc, imagine si un jour, je fais, une publication Instagram ou que je publie un article de blog et que quelqu'un fasse par derrière, prend le test là, passe ça dans un logiciel pour vérifier si j'ai écrit avec ChatGPT ou pas. Et il se rend compte que oui, en fait, que peut-être à 10%, j'ai utilisé ChatGPT. Il va pas les TikTok violents sur Exactement. Il va pas comprendre que c'est ce seul test-là, peut-être que j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à écrire ou bien même que c'est juste 10%. Non, ton nom est gâté comme ça, en fait. C'est fini. C'est fini. Elle n'écrit pas ses tests à 100%. C'est ça, tu verras partout. Et c'est fini, en fait. Tu perds ta crédibilité. Donc, je pense que dans certains corps de métier, on doit faire attention. On doit faire attention partout, pas seulement dans certains corps de métier. C'est comme avec tous les outils. Ouais. Ça peut te faire, je sais pas, un pont en an, comme ça peut te blesser toi. Exactement. Mais du coup, ton premier blog, le blog que tu as écrit, c'était lui, le premier ou bien? Oui, ça s'appelait Ice Preacher Than Word. Ice Preacher Than Word. J'ai mis le nom du domaine en anglais alors que le contenu était français. Bref, tu vois, il y a plein d'erreurs que je faisais. La bilingualité. Du coup, de quoi parlait Ice Preacher Than Word? Tu as les plus beaux que le monde, c'est ça? C'est en référence à... Comment il s'appelle? Le mec qui était à la section d'assaut. Black M? Les yeux plus gros que le monde? Non, pas du tout. Les yeux plus beaux que le monde, c'était ma devise. Déjà parce que je trouvais mes yeux beaux. Je suis désolée pour le narcissisme. Ensuite, parce que ça traduisait en fait
ma façon de voir les choses, ma façon de voir le monde. Je suis tombée, en fait, sur une citation un jour qui disait sois la personne qui trouve de l'or dans les ordures, tu vois. Et les plus beaux que le monde, c'est un peu ça pour moi, en fait. Pas Trop de la beauté toujours, partout. voilà, exactement, pas toujours au-delà des problèmes, pas toujours au-delà de la crasse, tu vois. Toujours, en fait, l'opportunité. Parce que ça, c'est le fait que c'est une bonne. Mais du coup, tu parlais de quoi sur... Ah, c'est sur celui-là, tu parlais de Productivité et de productivité. développement personnel, c'est exactement ça. Ok. Donc ça, c'est la première étape dans ton parcours Ouais. de blogueuse écrivaine. Ouais, voilà. Et l'étape qui a suivi, c'était quoi? L'étape qui a suivi, c'est que je fasse de la rédaction web. Parce que c'est grâce à gagner ce de l'argent. blog pour gagner de l'argent là que j'ai commencé à faire de la rédaction web. Et ça a Comment continué est-ce que comme tu es arrivé à la direction web? un jour quelqu'un Tu m'a sais ce que proposé, c'était? non pas du tout, un jour quelqu'un m'a proposé en fait d'écrire des articles pour un blog. C'est quelqu'un qui savait que tu avais un blog. C'est quelqu'un Oui, qui avait bien lu ton sûr. blog. Quelqu'un qui avait lu mes articles, C'était pas quelqu'un que tu connaissais personnellement avant. pas directement. Et j'ai dû apprendre quelques bases spécifiques à la rédaction web, parce que c'est légèrement différent du blogging. Quelles sont les différences? Déjà, il y a le référencement qui compte beaucoup là-bas. Tu vois, un blog, un blog personnel, je peux faire ce que je veux, tu vois, je peux mettre le titre que j'ai envie de mettre, même si je l'ai su plus tard, mais même si c'est un blog personnel, il faut quand même appliquer certaines bases de référencement. Mais au début, je ne savais pas ça, tu vois, moi, j'écrivais juste des tests pour écrire. Donc, comme la personne a vu qu'au moins j'écrivais bien, elle m'a en fait enseigné en fait les bases de la rédaction web pour que je puisse Et tu as écrire. traité pour lui, c'est ça? Oui, j'ai sous-traité pour lui. Ok. C'est comme ça que ça a commencé. Du coup, tu as fait ça pendant longtemps, la rédaction? Au moins, quelques mois, hein, je pense. Non, attends, pas juste quelques mois. Avec lui, quelques mois, mais la rédaction web, je le fais encore jusqu'à aujourd'hui, même si pas de façon constante. Parfois, je prends des contrats. J'avoue que c'est pas forcément ce que je préfère en tant qu'écrivaine, Pourquoi? parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et en tant qu'artiste, j'ai bien envie de m'affranchir parfois des règles, tu vois. Tu comprends ce que je veux Oui, je dire? comprends Mon complètement. délire, Je comprends complètement. voilà, exactement. Mais voilà, ça paye bien. Your work is to do art same. Exactement. Tu sais qui a dit ça? Non. C'est Seth Godin, voilà. Ok. Tu connais Seth Godin? Oui, je connais cette Ouais. commune. Répète. Your work is to do art. Genre, Ok, oui, je je comprends. pense que Mon je me travail est de souviens faire plus. de l'art. Ouais. Ton travail, c'est de faire de l'art. Je Voilà. sais plus c'était dans quel livre. Livre, il a dit ça. Genre, l'idée, c'est que les gens se cassent la tête sur trop de techniques bizarres. Voilà, Tu exactement. vois, et Ouais. lui, son positionnement là, c'est tant que tu essaies de faire un truc beau ou un truc particulier, Ok, ça va. exactement. Mais avec beaucoup plus de précision. Voilà, exactement. Donc, voilà. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait ça pendant. J'aime même faire de la traduction en temps aussi, français, anglais. Non, anglais, français. Français. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ai un nouveau blog, linawagzi.com. J'ai décidé en fait de ne pas reprendre la même erreur que le début. Je ne peux pas utiliser mon nom tout simplement. Là-dessus, je parle de personal branding, de création de contenu, de productivité, de créativité aussi, et de ce dont j'ai envie surtout. tu expérimentes. Voilà, exactement. C'est difficile pour moi de me limiter parce que j'ai envie de parler de beaucoup de choses, mais j'essaye quand même d'avoir une certaine ligne directrice pour ne pas reprendre les mêmes erreurs que les débuts et aller dans tous les sens en fait. Donc voilà. Comment est-ce que tu es venu au personal branding? Comment tu es venu au personal branding? Parce que je me suis rendu compte en fait que c'est ce que je faisais sans le savoir. C'est quoi du personal branding? C'est tout simplement te faire connaître pour tes compétences et aussi C'est pour pas qui forcément tu te es. faire connaître sur Internet. Non, c'est pas forcément te faire connaître sur C'est te faire Internet. connaître dans la vie. Si c'est Internet, on va dire personal branding en ligne, personal Online. branding sur les réseaux sociaux. Tu vois, mais le personal branding, ça existait depuis la nuit des temps. Quand, je sais pas, on interviewait des écrivains à la télé, à la radio, ou bien même quand tu vas réseauter et que tu dis ce que tu fais dans la vie et que tu parles de quoi, c'est du personal branding. C'est tout simplement le fait de te vendre, en fait, te vendre toi-même en tant qu'individu avec tes compétences et tout, ton savoir-faire, etc. Intéressant. Du coup, c'est quoi tes 3 ou tes 5 conseils pour
pour commencer à construire son branding personnel? 3 ou 5 conseils. Ouais, juste les bases. Pour ne pas avoir à lire le livre tout de suite. Ok. D'abord, je pose une question. Ou plutôt, pas une question à laquelle tu dois répondre, mais une question à laquelle toi-même tu dois répondre. Donc, on fait une introspection. Une introspection. Pourquoi est-ce que tu veux être connu? Je précise que le personal branding, c'est pour ceux qui veulent être connus. Ok. Tu vois, parce que si tu n'aimes pas attirer l'attention, Mais il y a des artistes qui sont anonymes. même qui si sont, tu es par anonyme, exemple, même si tu es anonyme, tu attires l'attention. Ce que le- je veux dire par attirer l'attention, c'est pas être une star, mais c'est que les gens associent ton nom, ou en tout cas un certain nom, à quelque chose à de précis. à quelque chose de précis. Genre, quand des Lina, on associe blogueuse, ou Exactement. Lina, on associe personal branding. Exactement. C'est simplement de C'est ça. comment est-ce que tu arrives à lobotomiser les Eh, gens ou à les Non, hypnotiser? pas lobotomiser, pas lobotomie. Genre, c'est comment tu installes un logiciel qui t'arrange dans le tête. Exactement. Exactement. Je dis souvent que le personal branding, c'est se faire connaître pour se faire reconnaître. Mhm. C'est aussi simple que ça. Mhm. Tu peux être anonyme et faire ton personal branding si c'est ce qui t'arrange. Tu vois, généralement, bon, moi, je recommande aux gens d'utiliser leur propre nom ou en tout cas, peut-être un pan de leur prénom et un mot-clé pour montrer en fait ce qu'ils font. Mais tu peux être anonyme pour faire ton personal branding si c'est ce que tu veux. Mais une chose est sûre, tu vas attirer l'attention. Même si ce n'est pas dans la vraie vie, tu vas attirer l'attention sur Internet parce que les gens, tu vas commencer à faire grossir une communauté en fait. C'est Ok. aussi simple que ça. C'est ça. Ok, mais du coup, Donc, c'est quoi les bonnes bases? ok, déjà, il faut faire une introspection. Ok. Pourquoi est-ce que tu veux être connu? Mhm. Si tu n'arrives pas à définir clairement pourquoi est-ce que tu veux être connu, tu peux au moins commencer par ce que tu aimerais partager aux gens. Ok. C'est comme ça que j'ai commencé. Je voulais partager des astuces de productivité pour aider les gens qui souffraient de procrastination ou de Qui ferait? ok. Mhm. Qui procrastinaient ou qui avaient des troubles de l'attention comme moi. Je lisais les livres de développement personnel que j'adorais. Franchement, je voulais partager, tu vois, que ça m'inspirait et tout. Et c'est comme ça que ça commence, en fait. Il faut comprendre. Donc, tu fais cette introspection-là. Maintenant, je dirais qu'il faut déjà choisir un média par lequel tu veux passer. Tu peux faire ton personnel branding sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est... Par exemple, si on revient sur toi, première étape, Ouais. je veux partager des astuces pour limiter la Non, ça, c'était au départ. Mais si tu me demandes maintenant pourquoi est-ce que je veux être connue, Pourquoi est-ce que c'est tu veux pour, en tant qu'écrivaine. Ok. Je vais être reconnue comme quelqu'un qui écrit, qui le fait bien. Ça te dérange si si on se lève en marche un peu. Au final, c'est bien. Donc, je vais être connue comme quelqu'un qui écrit et qui le fait bien. Ensuite, mon média. Moi, forcément, il me faut un blog. Ok. Je ne vais pas juste écrire sur les réseaux sociaux. Et puis, il faut comprendre que les réseaux sociaux, en fait, ce sont des entreprises. Tes comptes ne t'appartiennent pas. Donc, à n'importe quel moment, ils peuvent se sauter. Et une chose que je recommande à n'importe quel créateur de contenu, c'est de toujours avoir une liste email. Ok. Et tu as besoin, pour collecter une liste email, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un site internet ou un blog, c'est vrai. Mais c'est quand même bien, en fait, d'avoir un blog ou un site internet. Parce que le blog, en fait, ça donne un certain poids à la compétence ou le domaine pour lequel tu essaies de te faire passer comme Maître ou référence. une autorité. Exactement. Troisième chose, il faut définir en fait ta stratégie de communication. Ça, c'est la partie opérationnelle. Choisir les thématiques que tu vas aborder, définir ton persona, quel genre de personne, à qui est-ce que tu veux t'adresser en fait, quels sont les genres de personnes que tu aimerais lire. Mais en fait. qui voudra m'écouter? Oui, voilà. C'est qui voudra m'écouter, mais c'est à qui je voudrais parler. À qui tu voudrais parler? À qui tu voudrais parler? Généralement, au début, ce sont des personnes qui nous ressemblent. Ok. Maintenant, si tu arrives à... Parce que souvent, j'avoue que c'est un exercice parfois difficile à faire. Moi, jusqu'à aujourd'hui encore, je continue de définir mon personnage, tu vois. C'est vrai que c'est... Ça peut être, par exemple, qu'est-ce que je veux partager en ce moment? Exactement. Mais qui voudrait m'écouter en ce moment? Et puis, parfois, quand tu commences à partager, les personnes qui veulent t'écouter viennent tout simplement.
Voilà. C'est vrai que quand tu utilises ce procédé-là, ça peut prendre du temps. Mais j'insiste, et franchement, j'insiste beaucoup là-dessus. Le personal branding, c'est pas du content marketing. Tu n'essayes pas de créer du contenu pour vendre directement. Tu essayes d'abord de créer du contenu pour construire une communauté. Et après, tu penses à quoi vendre? Et après, tu passes à quoi vendre. Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu rabâches, si tu commences à créer une communauté dans l'optique de vendre, tu vas te décourager si tu ne commences pas à vendre immédiatement comme tu voudrais. Et surtout, tu risques d'ennuyer, en fait, tes abonnés. Les gens sont de plus en plus conscients d'être dans des tunnels de vente. Donc, s'ils sentent beaucoup trop que tu n'arrêtes pas, en fait, de vouloir leur faire acheter, tu n'auras pas vraiment une communauté. Tu auras peut-être des acheteurs, mais pas une Par exemple, communauté. tu es passionné de faire repasser. Oui. Et que ce dont tu as envie de parler, genre par exemple, pourquoi est-ce que je veux être connu? C'est pour être un gros nerd, mais un gros qui te fait à repasser pour Mhm. connaître, genre, pour... Tu crées d'abord ta communauté. Tu expliques, je ne sais pas, comment est-ce que le fer à repasser a été créé, quelles sont les astuces sur votre fer à repasser que vous ne connaissez pas. En fait, il faut donner, en fait. Il faut être généreux. Est-ce que de base, genre, ça ne crée pas ce biais-là que le type là, il me vend des fers à repasser? Non, Tu penses? tu ne lui as pas encore proposé un fer à repasser à vendre. Ok. D'accord? Tu t'assures d'abord de lui donner de la valeur, en fait, un maximum de valeur. Et puis après, tu peux créer ta marque de fer à repasser si tu veux. Et là, en fait, ils vont acheter parce que ils savent que c'est toi, en fait, l'autorité de la matière, en matière, pardon. Ils savent que c'est toi l'autorité en matière de fer à repasser. Si c'est pas que tu veux créer ta marque, imaginons par exemple que ce soit une autre entreprise qui veut créer sa marque, ils vont venir vers toi, en fait, tiens, le gars là, il s'y connaît en fer à repasser, il pourra nous dire, en fait, si notre prototype est fiable ou pas, etc. Après, c'est vrai, j'avoue qu'il y a un débat là-dessus. Je suis pas... Mais après, on peut faire du personal marketing sans avoir envie de vendre du tout. On peut faire du personal branding, Ok, du pas personal personal branding. Ok, marketing. on peut faire du personal branding sans avoir envie de vendre du tout. Bien sûr, bien sûr. Tu as déjà ton entreprise ou tu as déjà ton gagne-pain, en fait. C'est généralement pour ça que je préfère les personal branding de professionnels et pas forcément les personal branding d'entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs veulent vendre, en fait. Je ne dis pas que c'est mauvais, non, pas du tout. Mais généralement, eux, c'est ça leur gagne-pain. Or, le professionnel, il a généralement déjà son travail, son gagne-pain. Tu vois, lui, il veut juste se positionner en tant qu'autorité influente dans un domaine donné. Après, c'est pas mauvais de vouloir faire du content marketing. C'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus. Je ne dis pas que c'est moi qui détiens la vérité, mais quand tu construis une communauté et que dès la base, tu ne vends pas, ça peut poser problème après parce que imagine par exemple que tu as attiré les gens qui n'ont pas le portefeuille idéal en fait pour le produit que tu veux vendre, tu vois. Alors que si par exemple tu vendais depuis la base, les gens sauraient qu'en fait tu es là pour l'argent, tu vois. Donc tu pourrais attirer les gens directement qui ont l'argent prêt et qui veulent sortir et acheter. J'avoue que je n'ai pas encore résolu cette équation, mais ça existe. Ok. Je ne sais pas encore comment la résoudre. Stylé. Ouais. Est-ce que tu veux parler un peu de l'outil que tu as créé pour ne pas avoir à coacher tous les prospects qui sont, avoir à coacher personnellement tous les prospects qui s'intéressent à ce sujet-là? Ok. En fait, j'ai écrit un livre, Passion et influence. Le livre est en fait en deux parties. D'abord, la première partie, comment découvrir tes talents, ce que tu aimes faire. Et la seconde partie, en fait, comment construire ton personal branding, justement, autour de cela. C'est deux tomes? C'est deux tomes, c'est ça? Non, Le même livre? c'est le même livre en deux parties. Ok. C'est, comment dire, le livre raconte en fait mon histoire. Ça se base sur mon histoire. Et aussi, tout ce que j'ai dû faire comme recherche, trouver comme technique, en fait, pour pouvoir découvrir mes propres talents et faire mon personal branding aujourd'hui, tout simplement. C'était après quoi? Cette expérience parce que je sais que tu as auto-édité et auto-publié. C'est quoi la différence entre éditer et publier déjà? Je suis curieux. Je pense que tu dis la même chose dans les deux. Auto-édité, bon, si tu veux dire que j'ai corrigé le livre moi-même, non. J'ai eu un éditeur.
Ok. N'essaye pas de faire les deux choses à la fois. C'est C'est une pas bon mauvaise pour la idée. santé. Pas du tout. Donc, j'ai eu une éditrice, en fait, dans mon cas, c'était une femme. Ok. Je sais pas si elle entendra ce podcast, mais coucou à toi, Rennes. J'ai eu une éditrice, en fait. Maintenant, oui, j'ai auto-publié. C'était pas ce sur quoi je voulais partir depuis la base, Mhm. mais finalement, c'est ce qui m'arrangeait. Même si Ok. c'est pas forcément le plus facile à faire. Mhm. Ce que ça m'a appris, euh, déjà, ça m'a, comment dire, déjà, ça m'a montré que je pouvais écrire un gros volume Ok. de texte, et Ok. j'aime ça, Ok. parce que Tu fais combien de pages ton livre? pas un peu plus de 100 pages, Ok. environ, je crois que je suis dans les 150. Ok. Euh, parce qu'en fait, je veux commencer à me brander comme écrivaine. En fait, c'est vraiment ce que je veux faire. Tu vois. Tu veux écrire. Je veux écrire, je veux être écrivaine. C'est ça le big goal. D'abord, j'ai dû découvrir que j'aimais écrire. Ensuite, j'ai appris à écrire en bloguant. Et maintenant, j'ai comme goal, en fait, d'être écrivaine. Il y a une autre recommandation avant d'oublier. Il y a Fabrice Florent. Il fait un podcast qui s'appelle Histoire de succès. Oui. Il a fait une série avec, j'ai oublié le nom de l'autrice, mais c'est une autrice relativement jeune. Ok. Et elle a écrit un roman qui s'appelle Mon mari. Ok. Et le roman, il a blow up d'un coup. Je pense qu'elle a pris 6 mois ou 1 an à écrire ça à côté de son travail. Et il a blow up d'un coup. Donc, du coup, comme tu parlais de ça, C'est dans je me quel dis que pays? ça- c'est tout des Français. Ok. Je pense que ça va t'intéresser et ça va intéresser les autres écrivaines qui écoutent. Ok, super. Donc voilà, je veux écrire en fait. Donc j'ai d'abord sorti ce livre physique là parce que je tenais en fait à marquer le coup, tu vois. Maintenant, on pourra associer mon nom à un livre aussi au fait d'être J'ai fait auteur. ça, donc Exactement. C'est aussi du personal branding, justement. complètement. Donc, ouais, c'est pour commencer déjà à me marketer en tant qu'écrivaine. Et puis, en vrai, j'aime partager. Mhm. Tu vois, les gens viennent me voir et dire, ah, comment tu fais ci? J'ai pas forcément envie d'être là tout le temps, répéter la même chose. Donc, je me dis, ok, je vais tout mettre dans un livre. Tu as coupé un bout de cerveau de Lina, Exactement. tu as remis ça à un imprimeur. Voilà, et tu je vas vais tester. vous remettre ça. Ok, bah c'est stylé. Mm. On peut le trouver où ton livre? Comment on l'achète? Est-ce qu'il en reste à vous? Je crois qu'actuellement, je suis à une quinzaine de copies. Il en reste seulement 15? Environ. Ok. Environ. Parce que je n'ai pas fait beaucoup de tirages. Je voulais faire mon Oprah Winfrey en mode, elle a pas ici le podcast et puis les ventes sont soldées direct. Exactement, ce serait bien. Ce serait bien. Je voulais positionner ça en librairie. Maintenant, je me demande si c'est judicieux parce qu'il ne me reste plus beaucoup de copies, en fait. Donc, je ne sais pas trop. Donc, vous pouvez toujours l'avoir, en fait, à mon niveau ou à ton niveau. Il suffit de me dire, il y a un lien, en fait, pour payer depuis n'importe quel pays. Ok. Et je peux... Tu vas rajouter faire ça en après note. pour la livraison. Stylé. Est-ce qu'il y a un truc dont tu aimerais parler en plus, un truc que tu as envie de partager? Est-ce qu'il y a un truc dont tu aurais voulu discuter, mais qu'on n'a pas, dont toi n'a pas pu parler? Tu as envie de dire un truc super niche. Il n'y a rien de Mais niche. Est-ce que tu juste ce que tu veux dire avant de te dire ça? parce que c'est peut-être le cas. J'ai juste envie de dire aux gens de croire en leurs rêves et de trouver les moyens de les réaliser. Parce que c'est important, en fait, de faire ce qu'on aime, ou en tout cas, à défaut d'aimer ce qu'on fait. C'est joli. Voilà. Je suis ton conseil. Je suis contente aussi. Merci beaucoup. On a fait 15 minutes, mais finalement, on a fait bien. On a fait 1 heure? Oui, je pense qu'on a fait. Oh, cool. J'espère que c'est bien enregistré. Ouais.